Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Hervé Zeborski, que personnellement je connais, mais que les Congolais connaissent à travers ces différentes diatribes sur le Congo, sur le cardinal, sur l'Église catholique. Aujourd'hui, nous l'invitons parce qu'il vient d'écrire un excellent ouvrage, Lumière sur Brazzaville, voyage au cœur d'une thanatocratie. Mais rapidement, nous allons laisser Monsieur Hervé Zeborski se présenter. Bonjour Hervé. Bonjour Mingwa, et merci de m'accueillir, sous vos caméras, et merci pour Congo Liberty et tout ce que vous nous donnez, que je lis toujours attentivement. Alors que vous lisez attentivement, mais on ne va pas se mentir, vous êtes un contributeur de Congo Liberty aussi, puisque vous diffusez d'excellents textes, et l'une des vidéos de Congo Liberty qui a fait plus de vues, c'est celle, vous vous rappelez, où vous aviez fait un excellent discours lors d'un anniversaire d'une messe sur le cardinal Émile Biaenda dans le 20e arrondissement, je crois, à Paris, mais bon, on pourra y revenir. Donc, Monsieur Zeborski, je vous laisse vous présenter rapidement pour les invités. Bon, écoutez, je ne veux pas, le moi est haïssable, comme on dit, j'aime pas parler de moi, mais à un moment, il faut bien dire d'où l'on parle. Alors, pour que les Congolais, qui beaucoup me connaissent, mais j'en connais beaucoup, bien sûr, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voulais simplement dire que, j'ai avec les Congolais une chose en commun qui est très importante. Bien sûr, je ne suis pas Congolais, mais je partage une part de l'histoire du Congo. Je partage une part de l'histoire du Congo, et je dirais, je suis ce que j'ai en partage avec les Congolais, avec de très nombreux Congolais, c'est d'une part le christianisme, et d'autre part l'histoire, parce que je suis chrétien, et d'autre part que nombreux Congolais sont chrétiens, pas tous mais nombreux, c'est un peuple chrétien, et que d'autre part j'ai vécu les tout débuts, j'ai vécu le début des indépendances et surtout la fin de la période coloniale, disons les 10 dernières années de la période coloniale. Donc je suis un témoin de cette époque-là. Voilà. Disons que vous êtes aussi africain, puisque vous êtes né en Afrique. Et alors, d'autre part, effectivement, si j'ai grandi dans le bassin du Congo, je suis moi-même né à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Mon cordon ombilical est enterré à Bouaké, en Côte d'Ivoire, donc je suis un peu un Baoulé. Et bien sûr, quand vous naissez dans un coin, à 2 heures du matin, à la lueur d'une lampe tempête, dans un petit hôpital de brousse, une petite infirmerie, c'était ça la réalité de Bouaké à l'époque, que vous êtes accouché par une Africaine, dans les bruits de la nuit africaine, et d'ailleurs l'infirmière qui m'accouche est Madame Lamizana, elle est infirmière et sera, à l'époque, son mari est dans l'armée française, est en Côte d'Ivoire, voilà, donc c'est une histoire africaine, vous êtes marqué par une naissance comme ça. Mais j'ai aucun souvenir de Bouaké, j'ai quitté Bouaké très vite, et j'ai grandi essentiellement dans le bassin du Congo, et essentiellement en Oubangui-Chari, et bien sûr à Brazzaville aussi, qui était la capitale de l'AEF, et tout venait de Brazzaville. Alors, Monsieur Hervé Zeborski, bon, je dis monsieur, mais on se connaît, donc Appelez-moi Hervé. Voilà, je vais vous appeler Hervé. Je vous invite parce que j'ai été, je vais le dire très clairement, troublé et parfois pris d'effroi lorsque j'ai parcouru votre livre, que je trouve très excellent, en tout cas pour l'histoire du Congo. Je vais rappeler son titre, Lumière sur Brazzaville, voyage au cœur d'une thanatocratie. C'est quoi une thanatocratie? Ah, alors, thanatocratie, une thanatocratie, figurez-vous que c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français encore, qui n'est pas repéré dans le Larousse. C'est un mot qui a été inventé par un philosophe qui s'appelle Michel Serres, que j'aime énormément, et qui a développé en 75-76 le concept de thanatocratie. Alors, Thanatos, pour faire très court, c'est le dieu de la mort dans le grec, c'est le fils de la nuit,
Et Michel Serres nous parle de ces systèmes de gouvernement par la mort, par la terreur, de ces systèmes politiques qui s'appliquent et qui réduisent des peuples à la terreur, et c'est un mode de gouvernement. Je la fais très court, et puis probablement que Michel Serres m'en voudrait de le voir développer comme ça. J'aime beaucoup Michel Serres, parce qu'il est aussi l'ami d'un grand auteur chrétien qui a beaucoup écrit sur les sacrifices humains, sur les victimes expiatoires, sur ce qu'il appelle les choses cachées depuis la fondation du monde, qui s'appelle René Girard. Tous deux sont académiciens, et René Girard nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est Michel Serres qui était son... Donc, thanatocratie, c'est un mode de gouvernement. Et je dirais, je retiens, moi, à ma génération, 4 thanatocrates emblématiques. Hitler, le plus grand, le plus connu de tous, mais également Staline. J'en ajouterais un troisième, Pol Pot, au Cambodge. Et puis je dirais que le quatrième, eh bien, que je connais, et qui, à mon avis, dans l'histoire, sera reconnu dans les grands thanatocrates africains, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc Denis Sassou Nguesso exerce un pouvoir de type thanatocratique, c'est-à-dire qu'il a réduit à sa merci un peuple, le peuple congolais. Le Congo est un pays immensément riche, qui est grand comme l'Allemagne, qui n'est peuplé que de 4 millions d'habitants. C'est bien. Alors, on va y revenir, cher Hervé. Donc, thanatocratie, vous venez de nous l'expliquer, mais vous dites que M. Denis Sassou Nguesso est un thanatocrate africain, en tout cas le premier, je ne sais pas. Vous le comparez parfois avec toute proportion gardée Bokassa, mais juste une question. Quand on voit tous les qualificatifs que vous donnez à M. Denis Sassou Nguesso, le monstre, le diable, le thanatocrate, le Frankenstein africain, est-ce que vous avez un problème personnel? Africain, made in France. Made in France, oui. Est-ce que plaît. vous avez un problème personnel avec M. Denis Sassou Nguesso? Ah non, j'ai aucun problème personnel avec M. Denis Sassou Nguesso. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. J'ai jamais eu à souffrir de lui, en aucune manière. Si j'ai grandi les 18 premières années de ma vie en Afrique, et notamment les 12 premières années de ma vie dans le bassin du Congo, je n'ai pas eu à souffrir, comme les Africains, de la thanatocratie de Denis Sassou Nguesso. Ma famille ne vit pas là-bas, je n'ai jamais fait d'affaires avec l'Afrique, ma vie professionnelle n'a jamais eu rien à voir avec le continent africain. Donc moi, Denis Sassou Nguesso, je ne le connais pas, mais c'est un personnage, bien évidemment... Qui vous fascine ou qui vous effraie? Non, qui ni ne me fascine ni m'effraie. C'est un personnage qui m'interroge. C'est un personnage mystique qui interroge ma spiritualité, qui interroge mon engagement de chrétien, qui m'interroge par rapport simplement à l'Évangile et au Christ. Parce que, je dirais, je ne crois pas que tous les hommes soient le visage du Christ. Voilà, tout simplement. Alors, monsieur Hervé Zebrowski sur Congo Liberty, nous sommes en train juste de planter le décor avant de plonger dans votre excellent ouvrage. J'avais une autre question parce que, à lire votre ouvrage, pendant la conférence nationale au Congo-Brazzaville en 91, on s'attendait à des révélations sur des crimes, sur de noms de personnalités commanditaires de ces crimes. On n'a pas entendu grand-chose. Et quand on est plongé dans votre livre, c'est pour ça que je parlais d'effroi, on a quand même l'impression que toutes ces vérités-là sortent peut-être des services secrets français. Est-ce que vous êtes un espion? Beaucoup de gens qui se demandent si je suis de la DGSE, si je suis du Mossad. Mais parce que ce que vous dites dans le bouquin, dont j'invite les Congolais à acheter... Je comprends, et vous n'êtes pas... Il n'y a pas que... Voilà. Non, je n'appartiens à aucun service secret.
Je suis un homme, un père de famille, un grand-père. J'ai exercé une profession libérale dans le monde. Je suis à la retraite aujourd'hui, j'ai 68 ans. J'ai 4 enfants, 9 petits-enfants. J'ai une vie modeste, je dirais, dans une profession libérale où j'ai bien gagné ma vie, mais sans plus, j'ai pas fait fortune. Mais j'ai eu une grande liberté. J'ai toujours été un homme libre. Vous êtes un homme libre et nous allons parler de votre liberté dans votre ouvrage. Vous commencez votre ouvrage avec un chapitre, Dramatis Persona. Alors, excusez-moi parce que je ne suis pas très bon en grec, mais il y a en tout cas une phrase, la canonisation du cardinal Émile Biaïnda, une lumière pour chasser les ténèbres. En quoi la canonisation d'Émile Biaïnda, que les Congolais, en tout cas que les catholiques attendent, va être une lumière pour le Congo? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, ce qui me fait dire ça, si vous voulez, c'est que on est devant quelque chose de si atroce pour un peuple et de tenu complètement secret, c'est-à-dire que le Congo est une espèce de camp de concentration à ciel ouvert, hein, que vouloir régler des comptes à coups de fusil, à coups de mitrailleuse, c'est perdurer dans l'horreur, dans le crime, etc. Et je pense que le cardinal Émile Biaïnda, dont je connais très bien l'histoire, parce qu'elle m'a été livrée, contée, notamment par Ernest Combeau, que j'ai eu la grâce de connaître. Pourquoi ai-je rencontré Ernest Combeau? Souvent je me pose la question. Je pense que j'ai rencontré Ernest Combeau par, je dirais, peut-être un peu par la grâce, par une certaine grâce, et que j'ai eu à tenir auprès de lui le rôle d'un ami, d'un compagnon de route, un peu comme les compagnons d'Emmaüs qui, sans pousser trop loin la métaphore, qui voit, et que je suis un peu son script. Un peu son script, c'est ce que je dis dans mon premier livre. Voilà. Hein. Mais ma mission, c'est d'être le script d'Ernest Combeau et de tout ce qui m'a, au fil du temps, on a passé 5 longues années ensemble, les plus douloureuses de sa vie, hein, et au fil du temps, voilà, j'ai mis au clair mes idées, et j'ai mis ça par écrit, sans avoir aucun mandat d'Ernest Combeau, simplement, j'étais son compagnon de route, et j'ai véritablement aimé ce prêtre, qui est pour moi un géant, inconnu, méconnu, rejeté par... on va y revenir sur mon voilà, donc Combeau, c'est Ernest, la clé de mon histoire, quand je reviens en Afrique, c'est Ernest Combeau. Alors sur le cardinal, on va revenir sur le cardinal. En quoi sa canonisation sera une lumière pour les Congolais? Parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, le cardinal Émile Biaïnda, qui est enterré vivant au cimetière d'Itatolo, à Brazzaville, le 22 mars 1977, probablement vers 10-11 heures du soir, peut-être 9-10 heures du soir, au début de la nuit, eh bien, dans ces années 1977, cet homme-là et son crime, finalement, récapitulent et résument toute l'histoire de la France-Afrique, de cette histoire tragique et malheureuse de la France-Afrique. Et je pense que la canalisation du cardinal nous dira beaucoup de choses, d'une part, sur notre histoire chrétienne commune, comment elle s'est passée, sur, d'une certaine manière, allez, j'ai osé le mot, la lâcheté du clergé catholique, qu'il soit blanc ou noir. Lâcheté des clercs congolais qui n'osent pas dire, cardinal Émile Biaïnda, les raisons de sa mort, qui sont parfaitement connues, et demander, je dirais, non pas de New York ou de Paris, sa béatification, mais véritablement du Congo, parce que c'est là-bas que ça se joue, et puis lâcheté, et je dirais même plus que lâcheté, position, je dirais, qui me déplaît souverainement, de l'épiscopat français qui a abandonné Ernest Combeau. Hein. Alors, on va y revenir. Et je dirais de Rome qui se doit d'aider aussi les Congolais
Et les prêtres congolais, mieux les soutenir peut-être, parce que ces hommes-là, les prêtres congolais, je ne les juge pas, hein, mais ils ont peur. Et il y a de bonnes raisons d'avoir peur de cette histoire. Alors, il y a des bonnes raisons d'avoir peur de cette histoire, on va y revenir. Vous dites que l'épiscopat congolais n'a pas suffisamment demandé la canonisation du cardinal Émile Biaïenda, mais vous dites aussi dans votre ouvrage qu'en 1977, l'évêque Monseigneur Firmin Singa s'est rendu à Cracovie avant que Jean-Paul II ne devienne donc pape pour lui expliquer les détails du massacre du cardinal Émile Biaïenda. Comment se fait-il que Jean-Paul II, une fois pape, qui était ami au cardinal Biaïenda, n'a pas tout mis en œuvre pour canoniser le cardinal Émile Biaïenda? Eh bien, voyez-vous, ça c'est vraiment une vraie question. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus, si vous permettez. Effectivement, Firmin Singa se rend à Cracovie. Jean-Paul II est alors archevêque cardinal de Cracovie, il n'est pas encore pape. C'est en 77 qu'il fait son voyage là-bas. Hein, et il va raconter les circonstances de l'assassinat du cardinal Émile Biaïenda et de son enterrement vivant. Firmin Singa est parfaitement informé de ce qui s'est passé. Il est informé par qui? Il est informé par Ernest Combeau, qui à l'époque est un... Firmin Singa, à l'époque, est évêque de Wando, hein, et Ernest Combeau est un jeune jésuite. Ernest Combeau a été le premier jésuite consacré au Congo par le cardinal Émile Biaïenda. Le premier geste que pose le cardinal Émile Biaïenda quand il est nommé en 1973 cardinal par le pape Paul VI, c'est l'ordination du père Ernest Combeau. C'est sa première ordination à Brazzaville. Pourquoi? Parce que le cardinal Émile Biaïenda, quand il n'était que prêtre, avait été gravement torturé, emprisonné par les communistes, et puis on avait réussi à lui sauver la mise. Et je pense que celui qui avait sauvé la mise du cardinal d'Émile Biaïenda, qui était alors un jeune prêtre, c'était Firmin Singa. Pourquoi? Parce que Firmin Singa et le cardinal Biaïenda étaient des amis de séminaire. Il faut savoir que Firmin Singa est un homme du Nord, il est de Bunji, hein, et si mes informations sont bonnes, le cardinal, le père Émile Biaïenda, lui était un homme du Sud, du Poul, mais il avait fait ses études à Bunji. Pourquoi est-ce que son père travaillait à Bunji? Enfin, ils se connaissent dès l'enfance, en tout cas. Firmin Singa étant un peu plus âgé que le cardinal. Et après, il se retrouve au séminaire. Donc, je dirais, Firmin Singa, l'évêque du Nord, et Émile Biaïenda, l'archevêque qui sera l'évêque du Sud et qui est un enfant du Poul, se connaissent en Jésus-Christ. Hein. Ce sont deux prêtres, hein, de cette génération de prêtres formés, la première génération, peut-être pas tout à fait la première, mais de ces tout premiers prêtres congolais. Voilà, donc il y a un lien fraternel, mystique très fort entre cet évêque du Nord, Firmin Singa, et le cardinal Émile Biaïenda. Voilà. Donc déjà, symboliquement, c'est important. Alors j'ai oublié votre question, excusez-moi pour mes digressions qui vous paraissent peut-être un peu longues, mais ça c'est important. Alors votre question c'était, Jean-Paul II est informé. Par Firmin Singa, personnellement, à Cracovie. À Cracovie. Comment se fait-il que le pape, devenu pape, Jean-Paul II, n'a pas accéléré la canonisation? Si vous voulez, la canonisation, c'est un long processus, etc. Il faut savoir que dès 1980, c'est-à-dire que Jean-Paul II est élu pape en 78, et en 1980, il fait un voyage en Afrique centrale, au Zaïre, je ne sais plus de quelle était sa tournée. Il ne veut pas aller à Brazzaville. Mais finalement, des évêques le poussent et lui disent très Saint-Père, il faut que vous alliez à Brazzaville. Et j'y étais, c'était au boulevard des Armées, il est resté quelques heures avant de traverser le Poul pour aller à Kinshasa. Et je connais même l'évêque qui l'a poussé à aller à Brazzaville. Effectivement, le pape va à Brazzaville, mais à contre-cœur. Hein. Et il ne va faire qu'une seule chose à Brazzaville,
il va se recueillir sur la tombe de Biayenda et reliser les textes, car aujourd'hui, tout se voit, tout est mémorisé, ce texte existe, le texte de l'homélie, je dirais, de la prière que Jean-Paul II prononce sur la tombe d'Émile Biayenda à la cathédrale à Brazzaville est quasiment une béatification. Hein. Et après, silence radio. Hein. C'est en 1996. Alors il y a le temps, si vous voulez, voilà, il y a le temps de la mort, il y a le temps. C'est pas tout de suite qu'on béatifie quelqu'un. Hein, il faut toujours un temps. C'est en 1996 seulement que Barthélemy Batantou, archevêque de Brazzaville, demande l'étude à Rome, introduit à Rome l'étude de la béatification du cardinal Émile Biayenda. C'était le temps qu'il fallait. Mais 96, je dirais, Jean-Paul II est encore là. Hein. Alors, Jean-Paul II est encore là. La canonisation, les catholiques congolais l'attendent toujours. Mais pour parler de Firmin Singa, ce qui m'a un peu... moi, je ne connaissais pas ce personnage, mais ce qui m'a, j'ai pas envie de dire étonné, c'est que vous affirmez dans votre ouvrage qu'il a été assassiné par d'autres prêtres, en tout cas assassiné, empoisonné par d'autres prêtres, et c'est là où je me dis, mais où est-ce que Hervé Zelrowski va chercher toutes ces informations que l'empoisonnement aurait été commandité par Madame Sassou, on va le dire. Alors, attendez, ne faisons pas du télescopage de temps. Je raconte une histoire, le livre que vous évoquez là, est une histoire de la longue histoire. Hein. C'est 40 ans d'histoire du Congo. C'est grosso modo de l'enterrement du cardinal jusqu'à nos jours. Hein. Donc c'est 40 ans d'histoire du Congo. Oui, Firmin Singa, après, alors là c'est une longue histoire, on se trouve là en 1993, hein, c'est-à-dire juste un an après l'élection, la seule élection démocratique qui a eu lieu au Congo, et qui était après la conférence nationale, qui a vu l'élection de M. Lissouba, c'est à ce moment-là que Firmin Singa, qui à ce moment-là se retrouve, est évêque de Pointe-Noire. Le diocèse de Pointe-Noire est en désordre, etc. Il faut un évêque solide à Pointe-Noire pour remettre de l'ordre. Firmin Singa est nommé à Pointe-Noire. Il n'est plus évêque de Ouando, ce qui change tout. C'est-à-dire que Firmin Singa devient évêque de Pointe-Noire, lui, l'homme du Nord, qui toute sa vie avait été à Ouando, dans la région du Nord, se retrouve à Pointe-Noire à l'âge de 64 ans. Si mes informations sont... Ma mémoire est bonne, il a dû être nommé évêque de Pointe-Noire en 87. Mais donc en 93, effectivement, Firmin Singa, et je le tiens d'Ernest Combeau, Firmin Singa meurt de façon douloureuse, après une longue agonie, et il meurt, et des prêtres auraient été engagés dans le... je dirais dans l'empoisonnement de ce prêtre. Et ça n'est pas la seule histoire d'empoisonnement qui existe. Ah non, mais il y en a plein. Je parlais de Firmin Singa. Donc Firmin Singa, et ça, on a parlé de quand Singa. Ernest Combeau va mourir, j'ai accompagné Ernest Combeau longuement, en 2008, octobre 2008, 22 octobre 2008, Ernest Combeau, quelque temps, peut-être 2 semaines avant sa mort, va mourir, et il me dit, il sait qu'il va mourir, son histoire. Et bon, je l'ai raconté dans le premier livre, je raconte dans celui-là aussi. Ernest Combeau me dit, tu vois Hervé, je vais mourir sans estomac, comme Firmin. Il arrive de Brazzaville un mois avant.
Alors, Firmin Singa donc aurait été assassiné, mais moi le chapitre, donc on l'a diffusé sur Congo Liberty, la montagne du cardinal, la marche de l'effroi, le texte est sur Congo Liberty, tous ces détails, pour écrire tous ces détails où on traîne le cardinal, on le fusille, on l'enterre vivant, est-ce qu'en écrivant tous ces détails-là, vous n'avez vous-même pas eu du mal, ou qu'est-ce que vous attendez en racontant tous ces détails? Alors, ces détails-là, si vous voulez, c'est un témoignage que j'apporte. C'est pas facile, figurez-vous, que quand vous avez publié, Mingwa, mon article que j'ai offert au lecteur de Congo Liberty, ce premier chapitre de mon livre, la première qui a été assez suivie, puisque je crois qu'il y a eu 35 réponses de lecteurs, la première des réponses qui m'a surpris, c'était une réponse venant, soi-disant, venant de la nonciature apostolique. Nonciature apostolique de Brazzaville. Vous regarderez le texte. Et il est écrit témoignage, un seul témoin, témoignage nul. Mais, monsieur Bingwa, qui va aller témoigner de ce qui s'est passé cette nuit-là? Chaque Congolais tremble, la plupart de ces Congolais sont morts, très souvent, et qui va en témoigner? Donc, cette histoire-là, elle m'a été racontée dans sa chronologie par Ernest Combo. Et le seul témoin encore vivant de cette affaire-là, c'est... Monsieur Florent Siba? Non. Monsieur Florent Siba, selon ce que Florent j'ai lu Siba, dans le oui, livre, était juste à côté. sans aucun doute, monsieur Florent Siba est de au diriger. courant. Monsieur le directeur de cabinet Florent Siba, aujourd'hui de Sassou Nguesso, était là. C'est l'homme des toutes premières heures de la prise de pouvoir dans cette période de mars 77. Florent Siba est là, Sassou Nguesso est derrière les projecteurs et regarde ses soldats enterrés. J'ai raconté ça, et moi, cette histoire m'est racontée par Ernest Combo, qui lui-même était informé par des gens, j'imagine, qui sont venus se confesser. Il était alors jésuite, salarié de l'administration au ministère, dans un ministère où il s'occupait du social. Il avait pour modèle les prêtres ouvriers qui avaient existé en France. Ernest Combo était fonctionnaire jésuite, fonctionnaire du Congo, et je pense que des hommes sont venus se confesser à lui qui avaient participé à ça. Donc moi, je suis un témoin direct de ça, par Ernest, mais c'est pas des choses qui ont été ni publiées ni dites. Donc les preuves, je dirais, de la mort par étouffement du cardinal sont complètement établies. Elles ont été dites. La Conférence nationale souveraine a filmé tous ces débats-là. Tout ça. Ils ne sont pas aussi détaillés que les vôtres, mais dans le bouquin, non, moi j'ai envie qu'on insiste aussi, surtout sur des faits non connus par les Congolais, puisque sur le cardinal. Mais on apprend aussi dans le bouquin que Monsieur Jean Bédel Bokassa, le fameux empereur, aurait été à un moment donné de la vie de Monsieur Denis Sassou Nguesso son instructeur. Est-ce que ce parallèle-là n'a pas pour but plutôt de rapprocher la cruauté de Jean Bédel Bokassa à M. Denis Sassou Nguesso? En un mot, est-ce que la cruauté de M. Denis Sassou Nguesso viendrait de l'instructeur et empereur de la Centrafrique, Jean Bédel Bokassa? Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux simplement signaler un point historique que j'ai personnellement vécu, parce que figurez-vous que je vivais en Centrafrique à cette époque-là avec mon père. J'étais un enfant, j'ai très bien connu cette époque. Donc j'évoque simplement une chaîne. Non, ce qu'il faut bien voir dans mon livre, c'est que je livre deux secrets. L'un qui m'est livré non, par Ernest Combo, c'est-à-dire les circonstances même de la mort du cardinal, enterré vivant au cimetière des Tatolo, mais un autre que j'ai découvert tout seul, et qui est un secret d'église très important. Et franchement, le Vatican, je crois, n'est pas très content que j'ai exhumé ce secret-là. Figurez-vous que, et ça tout le monde l'ignore,
hein, et ça peut être trouvé dans tout, maintenant, partout. Et c'est moi qui ai exhumé ce secret-là, qui était, oh, je n'ai pas été chercher dans les coffres-forts du Vatican. Non, j'ai repris un vieil annuaire des œuvres pontificales missionnaires. Hein. L'annuaire de 2000 ou 1999, où, à l'époque, cet annuaire était bien fait. Et j'apprends dans cet annuaire que la République populaire du Congo-Brazzaville reconnaît l'État du Vatican le 31 janvier 1977. Ça, si vous voulez, c'est la date très importante, la date historique clé. Dites-nous pourquoi. Eh bien, parce que ça veut dire que c'est toute l'histoire de la tragédie de Massamba Deba, de Mariane Ngouabi et du cardinal. Mariane Ngouabi était un chef militaire charismatique, un homme aimé de son peuple, un homme courageux, qui s'était un peu perdu dans le socialisme scientifique. Mais ce qui habitait véritablement Mariane Ngouabi, c'était de sortir le Congo, faire évoluer le Congo, et vers une société industrielle, amener son peuple à la raison, aux sciences, donc le socialisme scientifique, qui globalement voulait dire, c'est ce qu'on appelle le marxisme, un socialisme qui exclut l'idée que Dieu intervient dans la vie des hommes. C'est ça le socialisme scientifique. Et, je dirais, Massamba Deba est un homme profondément religieux. Massamba Deba, lui, c'est un protestant, c'est un chrétien, et il est très proche du chrétien qu'est le cardinal. C'est deux chrétiens qui ont chacun une culture chrétienne différente. L'un est catholique, l'autre est protestant. Et il faut le savoir, les fractures de nos églises héritées de l'Europe ont aussi marqué profondément l'Afrique. Mais sur ce point-là, ils amènent, Massamba Deba et le cardinal Émile Biayenda amènent Mariane Ngouabi à sortir du socialisme scientifique. Mais Mariane Ngouabi admet cette idée-là. Il se rend bien compte à l'époque que ça marche pas très fort au Congo, qu'il faut rectifier le tir et il faut rejoindre le camp de l'Occident. Hein. Et ça, c'était la mission qu'avait donnée, d'une certaine manière, le pape Paul VI au cardinal Émile Biayenda. Quand il le nomme cardinal, c'est pour mener sa lutte contre le communisme. Et donc là, Massamba Deba et Massamba Deba et le cardinal s'unissent et décident, Mariane Ngouabi, à réorienter les institutions du Congo-Brazzaville. Alors, Mariane Ngouabi et d'ailleurs Massamba Deba aussi sont bien embêtés. Pourquoi ? Parce que le Congo, c'est le premier qui a reconnu la Chine communiste. On est sous la tutelle de Moscou. Comment montrer au monde qu'on va infléchir sa politique et qu'on va aller vers un socialisme, je dirais, bantou, qui est un socialisme qui reconnaît l'intervention de Dieu dans la vie des hommes, qui était le socialisme prôné par Massamba Deba. Eh bien, on acte qu'on va reconnaître l'État du Vatican. C'est comme ça que Mariane Ngouabi reconnaît l'État du Vatican. Et est-ce que c'est ce qui fait qu'on l'ait assassiné? Est-ce que attendez, ça concourt un peu à... Mais évidemment, un mois après, Mariane Ngouabi est assassinée parce que Moscou et Cuba sont foudrages de cette reconnaissance. Elle est publique, elle est officielle. C'est une reconnaissance diplomatique. Moscou et Cuba dit écoutez, ça marche pas, on reconnaît pas le Vatican, et il demande à Sassou Nguesso, qui était ministre de la Défense et chef de la police, qui avait déjà sous son autorité toutes les armes du pays, lui disent il faut nous dégager Mariane Ngouabi. Hein. Alors, donc, Mariane Ngouabi est assassinée en mars 1977. 3 jours avant
Et j'aimerais, si vous Alors, voulez, oui, pardon. je vous en prie, oui. J'aimerais surtout qu'on évoque quelques faits non connus, hein, des Congolais en tout cas, de la majorité d'entre eux, même si quelques initiés le savent. Il y a dans votre ouvrage, moi j'ai découvert que Monseigneur Nkombo avait eu la proposition juste après la guerre d'être, Sassou voulait le nommer président de son assemblée et que Monseigneur Nkombo avait dit non, et que suite à ça, sa descente aux enfers avait commencé et que même le Vatican lui avait retiré son passeport. Qu'en est-il? Alors, ça, on revient donc au flashback, où je dirais, bon, on revient dans l'histoire, là on fait un zoom sur, on est à, là l'histoire dont vous me parlez se passe, si ma mémoire est bonne, en 97, juste après la guerre de 97, donc on fait un saut de 20 ans entre 77 et 97, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, quand il y a eu ce fracas des armes effroyable, où le peuple congolais a été assommé, massacré par cette guerre de 97, dont on n'a jamais donné le nombre de morts, mais chacun convient aujourd'hui que c'est de l'ordre de 400 000 morts, avec les orques de Staline qui ont tiré les mirages, non pas les mirages, pardon, les MiG angolais qui ont tiré, je dirais, la disproportion a été terrible, le massacre de la guerre de 97, qui s'est exercé par l'armée angolaise, aux ordres de Sassou, balle de la mort orchestrée par la France, hein. Il faut quand même le dire, c'est un Rwanda qui ne dit pas son nom, et celui-là, il ne s'agit pas des Hutus, des Tutsis, ça se passe à Brazzaville, à 6 heures de vol, capitale de la France libre. Donc, je reviens à votre question. Effectivement, après ce massacre, le pays était tétanisé, tout le monde s'est tué, et à ce moment-là, même Giscard, qui était, Chirac, qui était quand même embêté de voir la force, l'horreur de ce qui s'était passé, préconise à Sassou, qu'il connaît bien, qu'il est proche, de faire appel à l'Église catholique, elle lui recommande de faire appel, préconise de faire appel à l'Église catholique. Alors Sassou lui dit, j'imagine que ça s'est passé comme ça, Sassou lui dit, mais il faudrait que Nkombo accepte de devenir président de l'Assemblée nationale. Mais sans doute que Sassou n'osait pas trop aller demander à Ernest Nkombo et lui faire lui-même cette offre, parce qu'il savait très bien que d'abord Ernest Nkombo ne serait sûrement pas rendu à son invitation. C'est donc Chirac lui-même, hein, et je le tiens d'Ernest Nkombo, Ernest Nkombo est à Paris, rencontre Sassou et lui propose de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Ernest Nkombo a refusé. Ernest Nkombo a refusé, la suite est dans l'ouvrage, mais il y a aussi un autre fait, vous parlez de l'assassinat, de l'empoisonnement de Oksan Sikonga, le directeur d'Air Afrique, et je ne savais pas du tout qu'Oksan Sikonga était un ami d'Hissène Habré, du président tchadien Hissène Habré. Vous avez fait un lien avec le DC-10 du TA. Est-ce que vous pensez que Oksan Sikonga est mort suite à certaines révélations qu'il aurait fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ça, c'est l'affaire du DC-10 du TA. C'est une affaire très très importante. Là encore, j'appartiens à aucun service secret, simplement, je suis un observateur attentif et je connais beaucoup de gens qui finissent par parler, parce que tous les hommes qui me parlent savent beaucoup de choses, mais ces hommes ont peur, hein, et à juste titre. Hein. Donc, si vous voulez, le DC-10 du TA, eh bien, la bombe est chargée la bombe est chargée à Brazzaville. On est là en 1989. Hein. La bombe est chargée à Brazzaville. L'avion fait une escale à N'Djamena. Et à N'Djamena, beaucoup de gens descendent de l'avion et d'autres qui devaient prendre l'avion ne montent pas. Et ensuite, l'avion redécolle de N'Djamena et explose.
une enquête très minutieuse menée par le juge Bruguière établira que cette bombe qui avait été mise à Brazzaville avait été faite par Senoussi et les agents de Kadhafi. Hein. Que c'est donc la Libye qui est responsable. Mais on ne met pas une bombe dans un DC-10 du TA à Brazzaville sans que la police congolaise ne soit pas parfaitement C'est informée. pas très sécurisé non plus. À l'époque, il n'y avait pas de rayon X. Écoutez, voilà. bon, moi je ne suis pas à l'embarquement. Cela dit, je serais fort étonné que n'y ait... Enfin, mais sur Oxen Alors, Sikonga, Oxen Sikonga, donc comment je sais ça? Je ne donnerai pas le nom de la personne qui me l'a dit, mais cette personne est des plus respectables et connues qui puissent exister au Congo-Brazzaville. Et c'est elle qui vient m'informer que la relation qui existait entre Oxen Sikonga et Hissène Habré. Oxen Sikonga et Hissène Habré se sont connus à l'école des hautes études, je ne sais pas lesquelles, à Paris, qui est l'école des hautes études de l'outre-mer, ou qui a ses locaux dans l'ancienne école de la France outre-mer. Et Hissène Habré et Oxen Sikonga se connaissent bien. Et Oxen Sikonga, j'imagine, prévient Hissène Habré, Oxen Sikonga qui était directeur général d'Air Afrique. Et Oxen Sikonga, qui était président d'Air Afrique, Oxen Sikonga, qui est un homme du Nord, un intellectuel, donc prévient Hissène Habré que l'avion, ils se connaissent, que cet avion va sauter. Et à l'époque, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que Hissène Habré mène une guerre sans merci contre Kadhafi et est-ce que c'est parce qu'il a alerté Hissène Habré qu'il en est mort 2 mois après? Il est mort. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, tout est coïncidence. Si vous voulez, alors à force de coïncidence, tout est coïncidence. Moi, je vais vous donner, si vous lisez mon livre, vous dites, mais attendez, coïncidence. Comment prouver les choses? Mais il n'y a aucune preuve. Vous savez, j'ai coutume de dire, si Hitler avait été vivant au tribunal de Nuremberg, quelle pièce juridique on aurait pu lui opposer pour dire qu'il était le responsable et l'initiateur de cette monstruosité? Mais rien. Alors. Bon, donc, maintenant, je vais vous répondre d'une façon détournée. Entre 1984 et 1989, au départ de Brazzaville, il y a 4 avions. 3 avions qui explosent, dans lesquels il y a une bombe, et un qui est détourné. 2 avions du TA, un dont la soute explose à N'Djamena, la bombe a été mise à Brazzaville, une hôtesse de l'air est tuée, donc l'avion est à l'escale. Un deuxième avion qui explose, c'est celui de Michel Barouin, qui décolle de Brazzaville, qui explose au-dessus du mont du Cameroun. Le DC-10 du TA dont nous parlons, qui explose en 89, et puis vous avez aussi un avion qui est détourné au départ, avec un pirate au départ de Brazzaville, qui est détourné sur Beyrouth et qui est stoppé. Donc, simplement, 4 avions détournés, enfin qui explosent au départ de Brazzaville, faites le calcul. Alors, faites le calcul, 4 avions, alors je vous fais le calcul. Rapidement, c'est très important, cette démonstration. 4 avions qui décollent et qui explosent de Brazzaville, ou qui sont détournés, ça veut dire, si vous ramenez ça au trafic aérien, on fait une règle de 3 très simple, au départ de Roissy et Orly, ça veut dire 60 avions au départ de Roissy et Orly qui explosent. Alors je vais vous dire une chose, à un moment on arrête de parler de hasard. Alors, Je veux dire, ce sont des crimes, et ces crimes ne peuvent être démontrés que sur la longue histoire. Il en est où le Congo aujourd'hui? C'est pas qu'un crime, c'est qu'une histoire de crime, le Congo. C'est une histoire de crime. Vous avez plusieurs révélations dans l'ouvrage de Hervé Zebrowski, Lumière sur Brazzaville, voyage au cœur d'une thanatocratie. On ne va pas tout dévoiler. Merci d'acheter l'ouvrage. Vous m'aurez, j'ai envie de dire, moins bête. À bientôt, monsieur Zebrowski. À bientôt, monsieur Mingwa.